Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Je suis ravi de vous parler aujourd'hui. Je dois d'abord vous confesser que j'étais terrorisé à l'idée de devoir vous parler aujourd'hui après une éventuelle victoire de Marine Le Pen. Et donc, je suis d'autant plus ravi que Emmanuel Macron ait été réélu, à la fois pour la France et, si vous pouvez me le permettre, pour ma conférence elle-même. Voilà. Pour autant, la menace des partis extrêmes, des partis anti-système, est là pour durer, malheureusement, et elle ne date pas d'hier. Et finalement, ça a été, le risque populiste a été une des motivations du livre. L'angle des inégalités nous a paru particulièrement judicieux parce que les inégalités, elles constituent une sorte de prisme sur l'ensemble des problèmes socio-économiques du pays. S'intéresser aux inégalités revient en effet à mesurer l'impact de ces problèmes au niveau le plus granulaire possible, c'est-à-dire au niveau de l'individu. Le français moyen, comme vous savez, n'existe pas et les inégalités essayent d'aller au-delà des statistiques assez primaires. Le livre couvre un champ très large et vraiment ce que je ne veux pas faire aujourd'hui, c'est une espèce de résumé vague du livre. Au contraire, je vais rentrer dans des aspects très spécifiques et approfondir 3 points. Mais juste rapidement, le champ du livre est très large. Il fait un gros effort d'identification objective des inégalités, dans, sinon tout, un maximum de dimensions en tout cas. Nous y reviendrons. Il offre aussi, comme André le disait, une plongée dans les débats d'idées en essayant de réconcilier idéologie libérale et courant progressiste. Je crois que c'est très important de reconnaître nos ressemblances plutôt que de sauter toujours au point de différence. Et on tire aussi un certain nombre de leçons de l'histoire qui, comme vous le savez, est tout sauf linéaire. Je vais vous donner un seul épisode qui m'a marqué, moi et mon co-auteur. C'est l'époque de Charlemagne, où la conception de l'égalité n'aurait rien à rougir de la nôtre. Malheureusement, elle était limitée à l'au-delà chrétien, mais après tout, c'est là où l'homme sous Charlemagne passait, ou la femme sous Charlemagne passait la plus grande partie de son temps, puisque la vie temporelle terrestre était très réduite à cette époque et la vie de l'au-delà était infinie. Eh bien, la conception de l'égalité sous Charlemagne, qui est décrite précisément par un de ses conseillers, Alcuin, c'est très concrètement l'égalité entre riches et pauvres, l'égalité entre seigneurs et manants, l'égalité entre pays, l'égalité entre les peuples et bien sûr l'égalité des sexes. 400 ans à peu près avant qu'Averroès théorise l'égalité hommes et femmes dans la vie temporelle cette fois-ci. Voilà, donc juste une petite mention de l'ouverture du livre. Aujourd'hui, je voudrais m'en tenir à des considérations un peu plus pratiques, mais je vous conseille de lire ces livres plus philosophiques, plus historiques, qui nous, auteurs, nous ont fait beaucoup réfléchir. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le titre du livre peut paraître provoquant, dans la mesure où le capitalisme est d'ordinaire vu comme responsable du creusement des inégalités. Et c'est tout à fait vrai de certaines évolutions pathologiques du capitalisme, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être amendé, régulé, orienté au service d'un monde plus équitable. Tout ce que nous disons finalement, c'est qu'il n'est nul besoin de jeter le bébé avec l'eau du bain, même si certainement l'eau est très sale et doit être changée. Pour résumer, c'est en gros ce que nous disons. Alors le sous-titre va un petit peu plus loin, comme le disait André, conjuguer équité et efficacité dans un monde instable. L'instabilité renvoie aux crises à répétition, de plus en plus fréquentes et intenses, qu'elles soient sanitaires, on y est encore, économiques, financières, climatiques ou géopolitiques, c'est le cas de l'Ukraine.
Or, ce qui nous ramène à notre sujet, c'est que ces crises frappent malheureusement de manière disproportionnée les plus défavorisés. Hein, donc ça, il faudra garder ça en mémoire et imaginer des approches nouvelles. Et d'autre part, l'instabilité frappe d'autant plus un pays que ce pays est isolé. Hein. Et c'est là qu'on voit tout le bénéfice finalement d'appartenir à un grand bloc, qu'il soit économique ou politique, ce qui est le cas de la France évidemment, à travers son adhésion dans l'Union européenne, il ne faut pas l'oublier. Le sous-titre lance aussi un message d'espoir qui est qu'il n'y a finalement pas besoin d'arbitrer entre efficacité économique et équité, ce n'est pas l'un ou l'autre, et au contraire, ces deux objectifs peuvent se renforcer mutuellement. Autrement dit, ça marche dans les deux sens. Alors, première partie, on va s'intéresser au premier sens de la dynamique. Plus d'équité entraîne plus de croissance. Là, je vais vous donner deux exemples très concrets. D'abord, dans ce que j'appellerais en bon français le business case, c'est-à-dire l'impact direct sur l'économie de décisions des entreprises qui vont dans le sens de l'équité. Une première étude qui a été faite par la banque Citigroup il y a quelques années, en collaboration avec une université. Ce que montre cette étude, c'est que si les Noirs américains aux États-Unis étaient mieux intégrés à l'économie, on pourrait générer 1 000 milliards de dollars supplémentaires de PIB. Pour mettre ça en perspective, le PIB des États-Unis, c'est 21 000 milliards de dollars. Donc 1 000 milliards, 21 000, ça fait 5% à peu près. Hein. Alors quand on dit mieux intégrer les Noirs américains dans l'économie, ça veut dire quoi? Ça veut dire rattrapage des salaires, ça veut dire niveau éducatif équivalent à la population blanche, ça veut dire même accès au logement, ça veut dire même accès aux investissements, etc. etc. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple qui est dû à McKinsey, c'est la question de la diversité dans l'industrie du cinéma. Et vous avez vu récemment que les séries de télé sont de plus en plus ouvertes à la diversité. Il y a une très bonne raison, c'est que ça rapporte. Et l'impact d'une meilleure diversité, donc chiffré à 10 milliards de dollars par an, pour mettre ça en perspective là aussi, c'est 7% du chiffre d'affaires total de l'industrie du cinéma. Hein. Donc 5% pour la première étude, 7% pour la deuxième. Vous voyez, c'est des chiffres qui ne sont pas extraordinaires, mais qui sont quand même significatifs. Hein. Dans le secteur public, qu'est-ce qu'on peut faire? La même chose. Simplement, il faut s'attaquer aux politiques qui ont le taux de rendement le plus élevé. Et là, je vais vous donner 3 exemples. Un exemple et en fait 2 contre-exemples. Le premier exemple qui, je trouve, est le plus extraordinaire en termes de rendement et d'humanisme, en réalité, c'est le travail de James Heckman, qui est un prix Nobel américain, sur la petite enfance. Alors, ce qu'on peut faire sur la petite enfance, ce n'est pas améliorer des savoirs académiques. Hein. On parle, la petite enfance, c'est vraiment l'équivalent de notre maternelle, donc il n'y a pas des savoirs extraordinaires à acquérir. En revanche, tout ce qui est ce qu'appellent les Américains des soft skills, c'est-à-dire l'attention des élèves, leur curiosité intellectuelle, leur éveil, tout cela peut être développé et conduit à des résultats extraordinaires. Et l'originalité du travail d'Heckman, c'est qu'il montre avec des dizaines de chercheurs, hein, c'est vraiment un laboratoire qui a d'énormes moyens, ce qu'il montre, c'est que le rendement sur l'ensemble de la vie de ces jeunes élèves qui sont aidés par cet investissement initial, somme toute modeste, se chiffre en... des chiffres de rendement de l'ordre de 10% jusqu'à 15% dans certains cas. Et ce n'est pas seulement un rendement en termes d'amélioration du revenu disponible de ces anciens élèves, c'est aussi la qualité de vie, jusqu'à la stabilité de leur future famille. Hein, il y a vraiment des choses qui sont extraordinaires. Et Heckman a eu la chance de bénéficier de projets pilotes aux États-Unis qui datent des années 60, 70,
et qui n'existent encore pas à grande échelle, mais qui permettent quand même de tirer un certain nombre de conclusions. Voilà, donc ça c'est vraiment, pour moi, l'exemple type de ce qu'il faut faire. Et contrairement à ce qu'on fait souvent en campagne électorale, par exemple, qui est de « oui, l'école c'est formidable, etc. », puis finalement on ne fait rien, là on a un exemple concret et à suivre. Le deuxième exemple est donc un contre-exemple, c'est la situation des sans-abri. Là, on est vraiment à l'autre extrémité de l'échelle. Et je vais prendre la ville de New York où je vis. Hein. La ville de New York a, si j'ose dire, 65 000 sans-abri à temps complet. Alors, il y a des gens qui viennent pour 2 mois, repartent, etc. Mais en moyenne, il y a à peu près 65 000 sans-abri à New York. Ça fait presque 1% de la population. Là-dedans, il y a un tiers d'enfants, vous imaginez. Le coût par sans-abri chaque année est de 30 000 $ par personne. Vous faites le calcul, 65 000 fois 30 000, ça fait à peu près 2 milliards de dollars. Vous imaginez le nombre d'infirmières, d'enseignants, de policiers, de pompiers en plus pour la ville de New York. Donc là, il n'y a pas photo. Il faut le faire, bien sûr. C'est une politique sociale nécessaire que de s'occuper des sans-abri. Mais ce n'est pas de l'investissement social. C'est malheureusement une dépense récurrente. Voilà. Et donc là, on est vraiment... Bien sûr, l'objectif, ce serait de réduire au maximum ces sans-abri. Le troisième exemple, là aussi un contre-exemple, est complètement différent, c'est la question de la sécurité intérieure en Europe. Et là, je vais vous parler de Frontex, qui est notre agence européenne de garde-frontières, que vous connaissez. Frontex a un certain nombre de rapports qui sont publics sur son site, vous pouvez y accéder, mais elle a aussi des statistiques qui sont sans doute jugées trop graves pour les gouvernements de mentionner publiquement. Alors là, c'est un exemple que je ne mentionne même pas dans le livre, à tel point c'est délicat. Il se trouve que, d'après Frontex, 30% des entrants dans l'Union européenne ne font pas l'objet d'un background check, d'une vérification de leurs antécédents judiciaires suffisants. Alors c'est problématique parce que, comme le sujet n'est pas discuté publiquement, eh bien, il est capturé par l'extrême droite et des délires contre les invasions étrangères, etc. etc. Alors que si ces statistiques étaient publiques, portées sur le débat, sur le devant de la scène, on pourrait alors avoir un débat apaisé, un engagement des gouvernements à prendre des actions, à améliorer la situation, à suivre les résultats, à éventuellement corriger le tir s'il le faut. Voilà. Donc un exemple où on peut dire que c'est une question de big data, mais c'est une question aussi de culture du secret politique dans certains cas qui pose problème. Et encore une fois, on fait le jeu des partis extrêmes. Le corollaire de cet investissement social, c'est l'expérimentation. Bon, elle n'est pas nécessaire pour des réformettes, mais dès lors qu'on entreprend des réformes de fond, il vaut mieux pas rater les choses. Et c'est pour ça que l'expérimentation, d'abord peut-être théorique, avec le big data, avec des simulations, j'y reviendrai dans une minute, puis pratique, avec un périmètre réduit sur quelques territoires du pays, sur quelques populations spécifiques, sans expérimentation, excusez-moi, et d'éventuelles corrections, il est difficile de garantir des résultats à grande échelle. Et dans les phases nécessaires de transition, on doit veiller aussi à ne pas créer de nouvelles inégalités. C'est alors toute la question de la réforme des retraites, on va y revenir également. Et enfin, pour clôturer cette première partie, excusez-moi,
Je dirais qu'il faut vraiment être prêt à bien mesurer ce que l'on souhaite corriger. Vous vous rappelez, sous Nicolas Sarkozy en 2007-2008, on avait demandé à Joseph Stiglitz, un autre prix Nobel américain, puis à l'OCDE, de mettre en place des indices de qualité de vie. Bon, c'était très bien à l'époque. Ils sont d'ailleurs toujours disponibles, je crois, sur le site de l'OCDE. Mais je crois qu'aujourd'hui, en pleine explosion du numérique et du big data, on doit aller beaucoup plus loin et avoir des indices quasiment individuels des inégalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit pouvoir renseigner sur non seulement notre position économique et financière, le niveau de revenu, de patrimoine, etc., mais aussi notre capital humain, c'est-à-dire la qualité de notre éducation, l'état de notre santé, les soins disponibles, la qualité de l'environnement, la qualité de l'eau, là où on vit, le niveau de pollution, le bruit, hein, etc., etc. C'est extrêmement multidimensionnel, c'est très compliqué, mais on doit pouvoir y arriver. Voilà. Alors, deuxième partie, et c'est vraiment l'autre partie de la dynamique, est-ce que plus de croissance peut entraîner plus d'équité, hein, c'est l'autre perspective. Et là, je vais partir d'un résultat qui est remarquable et qui est dû à Philippe Aghion et d'autres chercheurs qui ont travaillé avec lui sur l'innovation. Ce que montre Philippe, c'est que l'innovation va certes créer des gagnants, c'est normal, vous innovez, vous créez une entreprise qui va réussir. Bon. Et donc, a fortiori, on va augmenter éventuellement le poids du 1%, hein, bien sûr, c'est logique également. Mais ce que montrent ces travaux, c'est deux choses très positives. C'est d'une part que l'innovation ne change pas, toutes choses étant égales par ailleurs, l'innovation ne change pas la structure des inégalités parmi dans le reste de la population. Hein. Et deuxièmement, on augmente la mobilité sociale, qui en France est un vrai problème. Hein. Pour accéder au niveau de vie médian en France, si on part du bas de l'échelle, il faut 6 générations, alors que c'est seulement 2 générations au Danemark, par exemple. Hein, un vrai problème de mobilité. Alors, comme dit Aghion, dans ce genre de situation, je prends. Hein, c'est bon à prendre. Voilà, il y a des dynamiques qui sont très fortes et qui doivent nous renseigner sur des réformes politiques. Cela dit, il ne faut pas être complètement naïf. Cette croissance vertueuse, mais quand même un peu théorique, n'est pas compatible avec le pouvoir de marché, ce qu'on appelle le pouvoir de marché, qui peut être aujourd'hui très excessif pour certaines grandes entreprises, qui profitent finalement d'un cadre concurrentiel qui n'est plus adapté. Alors, quelques éléments frappants de cette évolution, je ne vais pas vous donner trop de chiffres, mais aujourd'hui, le top 10% des entreprises a un taux de rendement du capital 5 fois plus élevé que le taux médian pour l'ensemble des entreprises. 5 fois plus élevé. Il y a 25 ans, c'était seulement 2 fois. Vous voyez la progression. Le top 1% des exportateurs génère 67% des exportations dans le monde. 1%, 67%. Encore mieux, le top 1% des firmes brevetées contrôle 91% des brevets dans le monde et mène jusqu'à 98% des brevets utiles, c'est-à-dire ceux qui sont cités dans les papiers de recherche, etc. 1%, 98%. Extraordinaire. Qu'est-ce que c'est une firme brevetée? Firme qui a une activité basée sur l'utilisation de brevets, hein, tout simplement. Voilà, j'en passe et des meilleurs, mais enfin, donc il y a clairement une concentration de plus en plus extrême, pas forcément pathologique a priori, il ne faut pas sortir avec les fourches dans la rue, mais ça pose quand même des problèmes et clairement, il faut revoir le pouvoir des institutions de régulation en France et en Europe et s'intéresser à nos politiques concurrentielles, peut-être changer la philosophie. Anciennement, finalement, une concurrence basée sur les prix, hein, depuis les premières lois américaines il y a plus de 100 ans, passer davantage à une politique concurrentielle basée sur la capacité à innover, hein,
et à faciliter l'émergence de nouveaux entrants et de nouveaux marchés. Tout ça correspond à des rentes excessives de certaines entreprises que nous décrivons comme un véritable impôt privé, c'est-à-dire un impôt qui est levé par des institutions privées, non pas par des institutions étatiques. Et on montre d'ailleurs dans le livre que les ordres de grandeur de ces impôts privés, alors il faut faire attention comment on les définit, parce qu'après tout, une rente basée sur un brevet, justement, est tout à fait justifiée, même si on peut s'interroger sur la question de la durée du brevet. Est-ce que ça doit être 20 ans, 10 ans, etc. Bon. Mais il y a des rentes qui sont plus justifiées que d'autres. Il y en a qui sont excessives et on les a appelés des impôts, véritables impôts privés. Et vous verrez dans le livre que, en fait, les ordres de grandeur sont similaires à l'impôt étatique. Donc là, il y a vraiment des questions à se poser. Maintenant, les distorsions de marché ne proviennent pas seulement de ces rentes, elles proviennent aussi de tout ce qu'on appelle la question des externalités dans le climat, mais pas seulement dans le climat. Qu'est-ce que c'est qu'une externalité? Je le rappelle rapidement. Une externalité négative, c'est finalement un préjudice qui est porté à un individu, une entreprise, voire l'ensemble de la société, sans compensation aucune. C'est finalement ça, une externalité négative. Alors la question, c'est comment on internalise les externalités. Et là, je vais vous citer une approche qui a été faite par un autre prix Nobel américain, William Nordhaus, qui est de remplacer finalement nos traités sur le réchauffement climatique de type COP26 en club. Et la notion de club, c'est tout simple, c'est que vous avez des membres et des gens qui ne sont pas membres. Pour être membre, il faut s'engager sur des objectifs chiffrés selon un calendrier précis. Et si on ne se tient pas à ces engagements, on est viré, on n'est plus membre. D'accord ? Quelle est la relation entre les membres et les non-membres? Eh bien, pour mettre la pression finalement sur les non-membres et les obliger à rejoindre les positions vertueuses sur le climat, on taxe toutes leurs exportations en direction des pays membres. C'est l'idée de Nordhaus. Et on ne le fait pas de façon très précise ou au cas par cas. On fait une espèce de flat tax à 5%, quelque chose qui est de l'ordre d'une incitation forte. Je vous rappelle que Maurice Allais, notre prix Nobel national, avait fait une suggestion similaire il y a à peu près une vingtaine d'années, pas longtemps avant sa mort, sur la question du dumping social. C'était à peu près le même ordre d'idée. Dans son esprit, on a des blocs européens et d'autres blocs dans le monde, où on a un relatif libre-échange à l'intérieur de ce bloc, mais par contre, entre blocs, on ne se fait pas trop de cadeaux. Et, encore une fois, on peut taxer les importations. On est vraiment à l'opposé de l'Organisation mondiale du commerce, évidemment. Mais c'est un moyen de mettre pression en l'absence de gouvernance mondiale. Voilà. Et donc, on ne peut pas dire que ce soit du protectionnisme primaire, parce qu'on est dans un monde où la convergence économique a largement ralenti. Donc c'est plus une question de rétablissement, finalement, de l'égalité des chances entre entreprises. Et en tout cas, c'est un système qui est meilleur que de baisser, comme on l'a fait dans le passé, de baisser la qualité des prestations sociales pour faire face à la compétition mondiale dans un paradigme qu'on a appelé longtemps le consensus de Washington. Et comme vous le savez, le consensus de Washington aujourd'hui, il est très décrié, notamment par François Bourguignon, qui a pris des positions publiques assez négatives. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, à Paris School of Economics, il se trouve que je suis sur le conseil d'administration, on est en train de créer une chaire de déglobalisation. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir m'en parler, d'autant plus qu'on cherche des financements.
Hein, donc, voilà, je termine le petit coup de pub et je ferme la parenthèse. Alors, un grand bémol, tout ce que j'ai dit, les positions d'Allais, de Nordhaus, c'est très bien, mais tout ça ne veut pas dire que nous, pays riches, devons nous désintéresser du sort du reste du monde. Hein. Et d'ailleurs, même sans position morale excessive, on voit très vite que c'est dans notre propre intérêt à long terme. C'est Danny Roderick qui souligne que l'attitude de la Chine vis-à-vis de la propriété intellectuelle aujourd'hui, finalement, n'est pas très différente de celle de la jeune République des États-Unis contre l'Angleterre au XIXe siècle. Hein. Donc il faut mettre les choses en perspective. Et pour revenir à la question ô combien majeure du changement climatique, doit-on mettre les compteurs à zéro aujourd'hui et oublier que les économies avancées polluent depuis beaucoup plus longtemps que les pays émergents, hein? Donc, quand on se donne des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, excusez-moi, est-ce que ça doit être regardé d'année en année ou est-ce qu'il faut au contraire regarder en cumulé, hein? C'est une question qui n'est pas simple mais qui mérite d'être posée. Bref, on est devant une équation qui est très difficile, peut-être même devant la quadrature du cercle, je ne sais pas. Et cela vient du fait, encore une fois, qu'on n'a pas de gouvernance mondiale en réalité, et qu'un optimum global n'est pas la juxtaposition d'optima nationaux ou d'optima locaux. Hein. Patrick Pouyanné faisait une excellente remarque, et là encore sur la lutte contre le réchauffement, en disant qu'un investissement en Inde ou en Chine, dans des énergies vertes, renouvelables, etc., est a priori forcément beaucoup plus élevé qu'un investissement similaire en Europe de l'Ouest. Je crois qu'il a raison. Hein. Donc, d'un point de vue global, ça fait plus de sens de se focaliser sur des régions de forte pollution et de fort retard en énergie renouvelable. Mais ce n'est pas ce qu'on fait en pratique aujourd'hui. Voilà. Troisième partie. Je crois qu'on est dans les temps. Alors, la question du financement. Vous allez me dire, tout ça c'est très bien, mais qui paye pour les politiques de réduction des inégalités? Et en particulier, une question qu'on entend de plus en plus des deux côtés de l'Atlantique, faut-il davantage taxer les riches? Et on remarquera que cette question devient de plus en plus un marqueur du débat sur les inégalités. Il y a ceux qui disent il y a de plus en plus de riches, donc il faut les taxer. À l'inverse, il y a ceux qui considèrent, comme Thomas Paine au XVIIIe siècle, peu m'importe que certaines deviennent très riches, du moment que personne ne devient plus pauvre en conséquence. Du moment que personne ne devient pauvre en conséquence. Si vous connaissez un petit peu la théorie de l'égalité de John Rawls, c'est un petit peu la même position. Hein. Donc, faut-il taxer davantage les plus riches? Je dirais que c'est une question ambiguë parce que c'est une double question en réalité, qui mélange la question du niveau total de la ponction fiscale et la question simplement de l'organisation de la fiscalité, de la structure de la fiscalité. Hein. Pour nous, on change les impôts à la hausse comme à la baisse d'ailleurs, pour satisfaire des objectifs de politique publique. Hein. Pas pour punir, pas non plus pour maintenir les patrimoines sous des limites subjectives et arbitraires. Un autre bémol, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas casser le pouvoir de l'argent quand il s'attaque directement au bon fonctionnement de la démocratie et des marchés. Hein. Et sur la démocratie, j'en sais quelque chose pour vivre aux États-Unis. Vous savez que le cycle des élections, c'est finalement 2 ans, hein, parce qu'il y a les élections présidentielles tous les 4 ans, puis des midterm elections. Et en fait, la prochaine élection commence dès la fin de la précédente. C'est bien qu'on est toujours en cycle d'élections et de levée de fonds. Et donc le pouvoir de l'argent est très corrosif sur le fonctionnement de la démocratie américaine. Donc ça, c'est un bémol important. Mais donc, sur la structure de la fiscalité et de son symétrique, qui est l'aide sociale, là, il y a beaucoup plus de choses à dire. Revenons à la prévalence actuelle des crises.
on en parlait tout à l'heure, les crises obligent souvent les gouvernements à agir dans l'urgence. On l'a vu dans la pandémie de Covid, on a recouru à un arsenal d'aides diverses qui ont certes atténué l'impact économique pour certaines catégories, mais dont le manque de ciblage précis en même temps a pu créer des situations injustes et certainement a pu alourdir les finances publiques. Autre exemple, les aides d'urgence de l'État et des régions d'ailleurs, pour compenser les hausses du prix de l'essence, soulagent le porte-monnaie, mais elles peuvent aussi fausser l'impact des politiques environnementales, telles que la lutte contre le réchauffement par l'intermédiaire de la taxe carbone. Pour nous, ces risques seraient considérablement amoindris si on disposait d'une meilleure approche ex ante plutôt qu'ex post, c'est-à-dire de filets de sécurité et finalement d'une garantie raisonnable de ne pas être laissé trop longtemps sur le carreau. Et pour nous, le revenu universel est le bon compromis. Il y a quelque chose qui peut servir d'amortisseur et qui, en même temps, peut changer la psychologie des gens. Alors, je vais expliquer là-dessus. Pensez à la formule de Christian Gaulier, la fin du mois contre la fin du monde. Je pense que vous avez tous entendu cette citation. Eh bien, justement, quand on a moins peur du lendemain, on peut davantage prendre des risques personnels qui contribuent à la prospérité du pays. Donc ça, c'est du point de vue de l'agent économique. Et du point de vue du citoyen, on est davantage susceptible d'accepter des choix politiques de long terme. Condition, il nous semble, d'un dialogue social plus apaisé. Alors je vous rassure tout de suite, le revenu universel tel qu'on le voit, tel qu'on le décrit dans le livre, ne serait pas forcément une charge budgétaire supplémentaire. Dans notre esprit, il se substituerait en fait très largement aux aides sociales existantes. Alors, à l'exception, bien sûr, d'aides spécifiques comme le handicap, ça va sans dire. Il faut noter que la redistribution marche bien en France, en moyenne, et que donc le revenu universel existe déjà. Sachez que, je suis sûr que vous le connaissez déjà, mais depuis, en gros, la fin des Trente Glorieuses et aujourd'hui, le niveau de vie médian des Français, après redistribution, a augmenté de 50% en euros et en francs constants. C'est pas rien, on ne le dit pas assez. Donc la redistribution marche en moyenne. Le problème, c'est qu'elle ne marche pas pour tout le monde. Dans tous les cas, d'ailleurs, revenu universel ou pas, il faudra bien revoir l'architecture de la protection sociale qui date quand même de l'après-guerre, car elle est souvent trop complexe, inefficace, c'est-à-dire pas assez incitative, parfois injuste quand elle laisse perdurer des avantages pour des catégories sociales qui n'en ont plus besoin ou pas besoin, et elle peut être stigmatisante. La presse a rappelé ces dernières semaines qu'un tiers des ayants droit du RSA n'en font pas la demande. Donc il y a un problème. Pour nous, il faut en fait regarder l'ensemble du système socio-fiscal. Pourquoi? Parce que finalement, au niveau du porte-monnaie, les gens ne regardent pas leur porte-monnaie composante par composante, revenus, du travail, du capital, impôts directs, indirects, aides sociales diverses. Non, ils regardent le résultat net. Donc si on veut faire des réformes, il vaut mieux faire des réformes de l'ensemble du système socio-fiscal pour s'assurer que l'architecture est suffisamment cohérente dans son ensemble et juste dans son ensemble. Et ce que nous montrons dans notre livre avec des simulations qui ont été établies avec l'Institut des politiques publiques, qui intervient souvent dans le débat public et sollicité d'ailleurs par le gouvernement et par le Parlement, ce que nous montrons, c'est qu'un nouveau système, et on l'a fait de manière volontaire, neutre pour les finances publiques, pour qu'on n'aille pas nous dire vous augmentez le budget de l'État. Donc c'est vraiment fait de façon neutre. Ça allie très concrètement un revenu universel
avec un impôt négatif qui est bon pour les incitations au travail. C'était un petit peu le travailler plus pour gagner plus de Sarkozy. Donc 2 tranches d'impôts négatifs. Tout cela peut être plus incitatif au travail, plus équitable en supprimant toute une série de niches fiscales purement financières qui finalement ne profitent qu'aux plus riches, pour des montants très conséquents en réalité. Un système plus adapté aussi à la perspective de carrière de plus en plus hachée, et pas comme beaucoup d'entre nous avec une seule carrière pour des décennies dans la même entreprise. Et au bout du compte, finalement, plus progressif. En tout cas, c'est ce qu'on montre dans nos simulations avec l'IPP. Et une amélioration du pouvoir d'achat pour les 6 ou 7 premiers déciles des ménages. Et ça comprend très largement les gilets jaunes. Donc tout ça nous semble positif et on éviterait peut-être un 3e tour, 4e, 5e tour social comme on nous avance souvent. Alors, je vais dire quelques mots de l'Europe, parce que l'Europe a aussi un rôle social plus important à jouer. On ignore d'ailleurs trop le travail énorme qui a été fait par l'Union européenne sur l'action sociale, qui n'est pas à l'origine, il faut le rappeler, qui ne fait pas partie de ses attributions officielles. Comment elle est venue à traiter des politiques sociales? En fait, sous 2 angles. Premièrement, par le biais de la défense des droits fondamentaux, et deuxièmement, indirectement, à partir des questions de productivité et différentes questions économiques. Mais en tout cas, elle n'est pas négligeable, cette action sociale, mais elle peut aller plus loin. Et on pourrait imaginer notamment un pilier d'assurance chômage, voire aussi de salaire minimum, en plus du niveau national. Ça ne remplacerait pas le niveau national, mais ce serait complémentaire, pour davantage mutualiser les risques en cas de crise. Et en fait, vous savez peut-être que pendant la crise de Covid, on a fait exactement ça au niveau européen. Et on a créé une structure de réassurance, en quelque sorte, des risques de chômage, pour permettre aux pays qui en avaient besoin de recevoir des avances budgétaires de l'Europe de façon à faire face à l'afflux de nouveaux chômeurs. C'est un système qui a l'acronyme SURE, S-U-R-E. Vous pouvez regarder ça si vous le voulez. Enfin, je voudrais finir sur la question des retraites parce que, évidemment, c'est un volet important de la politique sociale et puis surtout, c'est finalement la dernière occasion qu'on a dans la vie de quelqu'un de corriger les inégalités qui ont pu le frapper. Donc, il ne faut pas se rater quand on fait une réforme des retraites. Je crois qu'on s'est un peu trop focalisé sur les questions de simplification et aussi les questions d'équilibre budgétaire, mais il y en a d'autres. Pour nous, c'est une injustice de ne pas donner davantage de flexibilité dans le système. Regardez la structure familiale, elle n'a plus rien à voir avec celle de 1945. Les mariages durent, je ne sais pas, 3-4 ans en moyenne, je ne sais plus. Donc il faudrait sans doute plutôt que... C'est combien? D'abord, il n'y a plus de mariage. Oui, bon, d'accord. Enfin, je ne voudrais pas m'éterniser là-dessus, mais disons que la structure familiale, le moins qu'on puisse dire, a changé. Et qu'il faut regarder peut-être les choses de façon un peu plus individualiste, où finalement on a un compte de retraite individuel plutôt que de tabler pour une femme sur une retraite de reconversion, des choses comme ça. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous cotisez, vous pouvez dire au service public, je vais cotiser 30% pour mon copain ou ma copine actuelle. Et puis dans 2 ans, non, j'ai changé, je vous donne un autre nom dans un système informatique, etc. Et tout ça se fait de façon fluide. Donc c'est un premier aspect de la flexibilité. Le deuxième aspect, c'est une flexibilité temporelle. Le fait qu'on puisse arrêter de travailler quelques années pour prendre soin de ses parents en fin de vie et mener des projets caritatifs, je ne sais pas, puis reprendre une activité salariée, etc., etc. Voilà.
ça a une autre conséquence, c'est que ça induit finalement qu'on ne peut pas avoir d'âge limite de la retraite, ou une espèce d'âge, les différents âges couperets dont on parle à longueur de journée sur les chaînes télévisées, 60 ou 65, eh bien j'ai envie de dire aucun des deux. Hein. Un autre type d'injustice, c'est la pénibilité. Sous François Hollande, on a fait des efforts pour regarder la pénibilité en regardant dans le rétroviseur, finalement, en se basant sur le passé. Je crois qu'il vaudrait mieux regarder un peu plus dans l'avenir et s'intéresser aux espérances de vie. Il y a eu au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron une phrase malheureuse que le président lui-même a reprise, qui a été de dire qu'un euro cotisé devait rapporter la même chose à tout le monde. En fait, c'est une erreur d'avoir dit ça, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on sait que un euro cotisé ne peut pas rapporter la même chose pour un ouvrier et un patron, dans la mesure où l'espérance de vie de l'ouvrier est bien plus courte que celle du patron. Donc, logiquement, l'ouvrier doit toucher un peu plus proportionnellement parce qu'il va le toucher moins longtemps. Hein. Et donc, si on peut parler d'égalité, je vais utiliser un terme technique, c'est en termes de taux de rendement interne des retraites. Là, il doit y avoir une égalité de fait, mais pas sur le montant des retraites, proportionnellement. On dit souvent d'ailleurs que c'est trop difficile de mettre au point un tel système basé sur les espérances de vie. Je dirais non, c'est naïf, parce que finalement les assurances le font déjà. Hein. Et donc on doit pouvoir s'inspirer de ce qui est fait dans le secteur privé. Finalement, et c'est peut-être le plus important, surtout dans la perspective, encore une fois, du pouvoir d'achat, le taux de rendement des retraites dans un système par répartition est trop faible. C'est au mieux la croissance de l'économie, et on sait très bien qu'elle est atone depuis des années, sauf les scénarios de sortie de crise, mais ce n'est qu'un retour à la normale. Hein. Donc pour nous, il y a là une formidable opportunité de développer des fonds de pension européens, enfin, avec l'avantage d'ailleurs supplémentaire d'offrir de nouvelles sources de financement à nos entreprises européennes et de faire avancer ainsi l'intégration de l'Europe. Hein, c'est pas rien quand même. Alors vous allez me dire, si on s'inspire un peu trop des fonds de pension américains, on s'expose aussi à la volatilité des marchés. Et c'est vrai que lors de la crise des subprimes, certains retraités américains ont eu de grosses surprises parce que tout d'un coup, ce qu'on appelle le 401k aux États-Unis avait baissé de 30-40%. Bon, il y a d'autres expérimentations dans le monde. Les Pays-Bas ont conçu un système de mutualisation des risques qui fait que ce genre d'incident ne se passe pas en pratique et que les baisses éventuelles sont nettement plus faibles. Voilà, donc il y a tout un tas d'idées qu'on peut exploiter. Donc voilà, c'est le moment de conclure. Je dirais simplement que ce qu'on a essayé de faire dans ce livre, c'est de proposer des pistes qui montrent plus de synergie et de complémentarité entre l'équité et l'efficacité. C'est de trouver des moyens d'atteindre une véritable égalité des chances pour les individus comme pour les entreprises. Tout cela pour plus d'épanouissement des capacités personnelles. Ce n'est pas un mot français, mais c'est le mot du philosophe Amartya Sen. Hein, et tout ça dans le respect des droits des autres. Voilà. Là-dessus, je termine et je serai très heureux de discuter avec vous. Merci.